Bienvenue dans cette salle lumière. Merci de venir pour honorer des femmes et des hommes entrepreneurs, ces invisibles chefs d'entreprise qui jouent le rôle un peu de bouc émissaire de la crise aujourd'hui à tort. Vous savez que cette semaine est la semaine de l'industrie. On a une semaine de l'entreprise, une journée de la femme, on a aussi une semaine de l'industrie une fois par an. Mais on ne parle pas suffisamment des entrepreneurs et en particulier de ces entreprises de taille intermédiaire. On fait beaucoup de choses pour les créations d'entreprises. Je viens de terminer un rapport là, sur les créations d'entreprises à la Cour des comptes. On est le pays où on crée le plus d'entreprises. Le problème, c'est qu'elles ont du mal à grandir. Et déjà, d'être arrivé à une taille intermédiaire, c'est un grand succès. Et on ne facilite pas la vie aux ETI qui ont beaucoup de mal dans cette crise. Autant on voit que les grandes entreprises fonctionnent bien, se développent, les CAC 40 se portent bien, mais c'est vrai qu'ils ne payent des impôts que pour à peu près 8%, alors que les ETI sont plutôt aux alentours de 33%. Donc c'est très difficile de passer d'ETI à grande entreprise. Et pourtant, on a vraiment besoin de ces entreprises qui sont le fer de lance de l'économie de demain. La société d'encouragement a été créée en 1801. À l'époque, si ma mémoire est bonne, 2 personnes sur 3 travaillaient dans l'agriculture. Il fallait que 2 personnes sur 3 travaillent dans l'agriculture pour nourrir toute la population française. Aujourd'hui, ça ne représente que 3%. Et encore, on exporte beaucoup. Donc, les métiers de demain, ils sont à inventer. Et ils sont inventés par des créations d'entreprises, par des entreprises de taille intermédiaire. Ce n'est pas tellement les grandes entreprises qui vont le faire. Et je ne sais pas si vous avez regardé la comparaison entre le CAC 40 et puis le CAC 40, l'équivalent américain. En France, c'est les mêmes depuis très longtemps, alors qu'aux États-Unis, ça tourne. Les entreprises qui sont à la tête des États-Unis ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc l'idée aujourd'hui, c'est justement de récompenser ces bâtisseurs de l'avenir. Et nous avons... Alors les montgolfiers, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais je vous explique un peu pourquoi on a choisi le terme de montgolfier. D'abord, Montgolfier était un des fondateurs de la société d'encouragement en 1801. En 1801, Bonaparte, quand il était premier consul, a monté cette société avec l'ensemble des forces vives de la nation, aussi bien des hommes politiques, il y avait aussi bien Lafayette que l'abbé Grégoire, aussi bien Parmentier que de Lesserre. Toutes les forces vives, savants, hommes politiques se sont mis autour d'une table et ont dit il faut vraiment inventer les métiers de demain. Et pour cela, encourager les entrepreneurs. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a choisi Montgolfier. La deuxième raison, c'est parce que c'est un industriel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'entreprise Montgolfier date de, je crois, de 1550. Alors, on la connaît pour l'aérostat, mais cette entreprise de papeterie était une des premières en Europe au XIXe siècle. Et elle a perduré. C'est-à-dire qu'en 1801, juste pour la petite histoire, le gendre d'un des frères Montgolfier qui a repris l'entreprise, et c'est l'entreprise Canson, qui existe. Je ne sais pas si vous vous souvenez des papiers à dessin Canson, il y a même en impression une montgolfière. Voilà. Puis la troisième raison, c'est qu'on a, dans la mesure où ces entreprises prennent leur envol, on a trouvé ça bien de choisir ce terme de montgolfier pour ce prix. Puis il y en a peut-être une quatrième, c'est que nous aimons bien les entreprises familiales à la société d'encouragement. On constate aujourd'hui, il y a des études qui le prouvent, que plus les entreprises sont familiales, plus elles ont une chance de rester en France. Et il y a un vrai risque aujourd'hui, on le voit bien, que pour beaucoup d'entreprises qui sont devenues des entreprises financières rachetées par des fonds, qu'elles se délocalisent à l'étranger, puisqu'il n'y a plus d'attache avec le pays, et que ces entreprises faisant plus de 80%, ce qui est le cas d'ailleurs des entreprises qui vont être récompensées pour beaucoup ce soir, partent à l'étranger. Le premier montgolfier est d'ailleurs une entreprise familiale, troisième génération, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Une entreprise de mécanique, il n'y en a plus tant que ça en France. Et je vous demande d'applaudir Bruno Grandjean, qui est donc
Alors, l'un des deux dirigeants de l'entreprise Redex, il a monté cette entreprise. Alors, il a repris l'entreprise de son grand-père, qui a été créée en 47-49. Et chose extraordinaire, mais on va vous l'expliquer, il dirige cette entreprise avec son épouse, qui malheureusement ou heureusement pour elle, n'est pas là, malheureusement pour nous, a été retenue en Chine, parce qu'elle dirige la filiale de Redex à Shanghai. C'est bien ça. Je vous demande d'applaudir aussi Marc Augustin, qui va m'aider dans cette entreprise. Marc, je te passe la parole. Merci Olivier. Je vais demander à Jean-Pierre Camp de nous rejoindre. Et je vais donc vous présenter Redex rapidement et ensuite on regardera un petit film. Innover, investir, produire et concevoir en France sont les maîtres mots de l'engagement de Bruno Grandjean et de Sylvie Grandjean. 50 millions de chiffre d'affaires, près de 300 personnes, 90% des ventes à l'export, notamment en Allemagne, mais aussi au Japon et aux USA, et sans doute vers d'autres pays également. Spécialiste de la mécanique fine, Redex est l'un des leaders européens dans la fabrication de machines-outils, utilisées notamment dans la sidérurgie fine, la métallurgie, la robotique et également dans l'industrie du fil et du câble. Je pense avoir rien oublié. Cette réussite, c'est évidemment l'œuvre de Bruno et de son épouse Sylvie. 20 ans d'expérience dans l'industrie, et d'ailleurs tous deux diplômés, c'est assez amusant, de la prestigieuse université de Stanford. Vous avez fait vos études dans la même faculté. Redex, Olivier l'avait souligné, c'est une entreprise française menée par deux entrepreneurs tenaces et innovants. Cette entreprise fait figure d'entreprise exemplaire qui illustre ce que pourrait être le renouveau de l'industrie française familiale, c'est ce qu'Olivier soulignait tout à l'heure, et qui n'aurait surtout rien à envier à sa grande voisine industrielle, l'Allemagne. Donc, en fin de compte, Redex est le prototype de l'ETI dont on devrait tous rêver pour notre industrie française. Alors, quel chemin parcouru depuis 65 ans ? Parce qu'il y a 65 ans, votre grand-père, mais vous nous en direz quelques mots peut-être plus tard, avait inventé la géniale poulie Redex. Je vous propose de regarder le petit film.
Jean-Pierre Camp, vous êtes le rapporteur du comité des arts mécaniques. Est-ce que vous pourriez nous préciser pourquoi ce comité a décidé de récompenser Bruno et Sylvie Grandjean et la société Redex? Merci, bonsoir. Pour deux raisons. La première, c'est que nous récompensons deux personnes, un homme, une femme, Madame Grandjean et Monsieur Bruno Grandjean. Donc la parité est respectée, pour une fois, enfin. Et deuxièmement, parce que Monsieur Grandjean représente, au travers de Redex, la mécatronique, c'est-à-dire une nouvelle forme d'industrie mécanique. C'est presque de l'horlogerie. Pas fine, mais ultra fine, je dirais. Ce que disait le président, c'est-à-dire qu'il faut développer de nouvelles technologies et de nouvelles innovations, si vous voulez, dans le monde de l'industrie. Et c'est un exemple tout à fait cohérent que nous avons retenu cette année. Voilà pourquoi Redex a été récompensé au travers de ses dirigeants. Et nous regrettons que Mme Grandjean ne soit pas présente. Voilà. Merci. Monsieur Grandjean, donc si vous voulez nous dire quelques mots. Oui, écoutez, je vais remercier bien entendu la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et son président, le rapporteur du comité des arts mécaniques. Les arts mécaniques et l'industrie, ce sont des mots qui nous parlent chez Redex, car effectivement, nous sommes un peu les détenteurs d'une partie de cette tradition industrielle française qui s'est un peu évanouie ces dernières années, mais qui reste quand même vivante. Et je voudrais dire que je suis très ému de recevoir ce prix et de le recevoir dans ces locaux qui sont imprégnés d'histoire. Et chez Redex, bien que nous soyons une petite entreprise, bien que nous soyons très modestes, nous avons tout de même bien le sentiment d'appartenir, d'être un petit maillon de cette histoire industrielle française très ancienne, qui remonte très loin, au XVIIIe siècle. On a parlé de Montgolfier, on aurait pu parler de Buffon, on aurait pu parler des débuts de la sidérurgie, on aurait même pu remonter avant. Et nous avons l'impression d'être un petit maillon de cette chaîne ancienne et finalement de réussir à poursuivre ce travail, à poursuivre cette histoire ancienne. Et dans ces locaux qui sont imprégnés de cette histoire, recevoir ce prix, c'est quelque chose de très important. Cette reconnaissance nous touche beaucoup. Je veux le dire, évidemment, mon épouse et moi-même sommes très sensibles, mais je veux associer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, nos ingénieurs, nos techniciens, nos compagnons, nos employés, nos cadres. C'est bien entendu une réussite collective. Il n'y a pas de réussite individuelle dans l'industrie, il n'y a que du collectif. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est que si Redex est toujours là, est toujours une entreprise très forte, et le président du comité des arts mécaniques l'a très bien dit, c'est parce que nous avons su nous renouveler. Nous avons su à la fois miser sur ce savoir-faire ancien, cette culture technique traditionnelle, mais également y apporter, la moderniser, y apporter de nouveaux ingrédients. C'est la fameuse formule, il faut tout changer pour que rien ne change. C'est ce que nous avons essayé de faire. Donc nous sommes partis des valeurs traditionnelles de l'entreprise qui étaient l'innovation. L'entreprise a toujours été une entreprise d'ingénieurs capable de développer des nouveaux concepts, des nouveaux brevets, de déposer des brevets, de trouver des solutions à des problèmes mécaniques. C'est une valeur sur laquelle nous avons beaucoup misé en développant de nouveaux produits. Nous avions cette base, cette poulie Redex, qui est un produit mythique de l'histoire de la mécanique en France, mais je ne vous l'expliquerai pas dans le détail. Je vous invite à venir nous voir, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Chez Redex, nous avons un grand plaisir à faire visiter notre usine, qui se trouve à 100 km au sud de Paris, donc pas très loin. Mais il y avait donc cette tradition d'excellence en mécanique. Nous avons capitalisé dessus en développant de nouveaux produits. Ça a été la base de notre succès. Le deuxième élément majeur, ça a été l'internationalisation. Et être ouvert sur l'extérieur, c'est quelque chose de très important.
nous sommes très présents à l'exportation avec près de 90% d'export. Et d'ailleurs, c'est un peu une anecdote qui revient un petit peu sur l'esprit de cette cérémonie. Si je suis allé à Stanford, c'est notamment grâce à une bourse que j'ai obtenue du ministère des Affaires étrangères qui s'appelait la bourse Lavoisier. Donc il y avait déjà un petit peu ça dans notre génétique. Et donc, avoir fait des études à l'étranger, avoir vu ce monde qui bouge, être à l'aise dans cette mondialisation qui démarrait, c'est un des éléments aussi de la réussite de Redex. Nous sommes une entreprise française, profondément française, mais très ouverte sur l'extérieur, sur l'international. Et puis, une des dernières clés de notre réussite, c'est également l'investissement. Nous avons toujours cru qu'il fallait produire, qu'il fallait fabriquer en France, que l'on ne pouvait pas dissocier la conception, la vente et la production, que c'était les maillons d'une même chaîne, puisqu'il fallait maîtriser la qualité, les délais, bien connaître nos produits, leurs prix. Et donc, cette logique d'entreprise sans usine, nous n'y avons jamais cru. Et finalement, tout ce qui a pu faire du mal à l'industrie dans les années 70 ou 80, eh bien, nous y avons échappé. Peut-être parce que, justement, nous croyons à cette tradition, au fait que certaines valeurs perdurent à travers le temps, et donc nous avons échappé à certains maux qui ont fait que des entreprises industrielles prestigieuses françaises ont disparu durant cette période-là. Donc voilà un petit peu le message. Nous sommes très très honorés de recevoir ce prix. C'est très important pour la dynamique de l'entreprise, pour la motivation des collaborateurs, et je suis encore une fois très profondément touché, et mon épouse et moi-même sommes très reconnaissants à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale de la remise de ce prix. Sylvie est à Shanghai, elle gère notre filiale chinoise. C'était difficile de revenir aujourd'hui, mais bien entendu, elle est profondément heureuse de recevoir ce prix. C'est une des rares femmes dans l'industrie. Je crois qu'elle fait partie, elle apporte énormément à l'entreprise aussi. Elle aurait été très heureuse d'être ici ce soir. Elle vous prie de l'excuser de son absence. Voilà un peu le message. Encore une fois, un grand merci. C'est un moment important pour Redex. Nous sommes très fiers et très heureux de ce prix. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est l'implication de Bruno Grandjean dans l'industrie de la mécatronique, puisqu'il est président du syndicat de la mécatronique. Il est très impliqué. Il m'a dit tout à l'heure en aparté qu'il a envie de faire de la politique. Et je pense qu'on manque beaucoup, cruellement d'ailleurs, d'hommes politiques qui soient en même temps chefs d'entreprise. Peut-être qu'on éviterait quelques bévues. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les hommes politiques qui deviennent chefs d'entreprise. Et c'est le cas du prochain Montgolfier. C'est le cas d'Olivier Darazon. Donc j'appelle à me rejoindre Olivier Darazon et Alain Juillet. Alain qui est rapporteur pour le comité des arts économiques, qui a été également honoré par la Société d'encouragement, et qui est un des papes de l'intelligence économique, donc qui est bien placé pour parler d'Olivier tout à l'heure. Mais avant, Marc, à toi de jouer. Merci. Donc Olivier m'a un peu volé la transition d'homme politique devenu entrepreneur. Olivier Darazon, natif d'Istres, aux racines multiculturelles. Son père est martiniquais, sa grand-mère est chinoise. Olivier Darazon a mené 3 vies en une, en étant tour à tour haut fonctionnaire, homme politique, Olivier vient de le rappeler, et chef d'entreprise aujourd'hui. Juriste de formation, diplômé de l'IEPEDEX, il est également énarque et a eu 3 vies. Première vie à la faveur d'une rencontre avec François Léotard, alors ministre de la Culture. Il se voit confier le dossier de la réindustrialisation du Var, avant de devenir chef de cabinet au ministère de la Culture. Donc une première vie de haut fonctionnaire. En 1993, Olivier Darazon devient député des Bouches-du-Rhône, rapporteur du budget de l'armée de l'air et de la loi sur la professionnalisation des armées. Il est un spécialiste reconnu des questions de défense. Une deuxième vie d'homme politique. Un court passage dans le privé chez SVP éveille son âme d'entrepreneur. En 1997, il crée CEIS, la Compagnie européenne d'intelligence stratégique. Alors, CEIS est une société de conseil qui aide ses clients à réussir leurs projets de développement en France et à l'étranger, en limitant leurs risques, mais aussi en protégeant leurs intérêts.
La troisième vie de chef d'entreprise commence pour Olivier Darazon. Et quelle vie de chef d'entreprise! Orienté défense à l'origine, CEIS intervient aujourd'hui dans la plupart des domaines où la souveraineté nationale est un enjeu, l'aéronautique, le spatial, l'énergie, la défense, par exemple. Près de 90 consultants en France, des filiales ou des partenariats dans énormément d'endroits dans le monde, dans le Golfe Persique, en Indonésie, à Bruxelles, à Pékin, à Tokyo, et je suis persuadé que j'en oublie. CEIS est aujourd'hui un acteur incontournable en matière d'intelligence de l'information. Personnalité reconnue et souvent consultée, Olivier Darazon est également président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN. Il aime entreprendre et il aime ce qu'il entreprend. Propos d'un ancien ministre, peut-être vous en souvenez-vous, à Rennes en septembre 2011. Je vous propose de regarder le petit film. CEIS, c'est une société de conseil en stratégie que j'ai créée il y a environ 15 ans. Elle comprend aujourd'hui une soixantaine de consultants, une demi-douzaine de bureaux à l'étranger. Elle exerce ses activités à travers 3 métiers principaux. Le premier, ce sont les études stratégiques au profit des organisations, des États, des collectivités territoriales et bien entendu des sociétés. Le second, c'est la maîtrise du risque opérationnel, c'est-à-dire la connaissance de ses partenaires, la connaissance de ses compétiteurs, la connaissance des produits. Et le troisième, c'est le conseil en innovation et en transfert de technologie. L'une des activités les plus importantes de CEIS s'exerce à l'étranger, au profit des entreprises, que ce soit les grandes entreprises ou que ce soit les entreprises hautement technologiques qui veulent exporter grâce à une arme que nous estimons comme fondamentale, c'est le transfert en technologie. CEIS vient de connaître un certain nombre de succès dans ses opérations de transfert de technologie et d'exportation à haute valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous développons notre action vers un certain nombre d'États qui ont des besoins importants en la matière. Ce sont essentiellement ce qu'on appelle les BRIC, c'est-à-dire les États émergents à forte potentialité technologique. Voilà ce que fait la CEIS depuis une quinzaine d'années et ce qu'elle souhaite développer comme activité au cours des prochaines années. Monsieur Alain Juillet, vous représentez le Comité des arts économiques. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi de distinguer Olivier Darazon ? Volontiers. Merci. Oui, volontiers. Le Comité des arts économiques a décidé de distinguer Olivier pour de nombreuses raisons. Vous avez déjà commencé à les entrevoir. Mais il y en a déjà une qui me paraît fondamentale, c'est que lorsque Olivier a quitté la fonction publique pour se lancer dans le monde de l'entreprise, il est parti de rien. Il lui fallait un endroit pour pouvoir travailler et il a commencé à travailler ici puisque son premier bureau, ce fut ses bureaux. Alors rien que déjà pour ça, il fallait quand même l'encourager. Ensuite, vous l'avez entendu, il est évident qu'Olivier est là, pour nous en tout cas, nous trouvons que c'est la parfaite représentation de ce que c'est que l'entrepreneur. Il est entrepreneur dans sa vie, dans son essence. Si vous regardez tout ce qu'il a pu faire dans la fonction publique, dans l'administration, dans la politique, dans les associations, dans sa propre affaire aujourd'hui, à chaque fois c'est un entrepreneur, c'est un créateur, c'est un développeur. Et j'ajouterais, c'est pour le savoir, parce que j'ai eu la chance et le plaisir de travailler avec lui, c'est aussi un formidable organisateur, sachant motiver à la fois ses troupes, tout en leur mettant une pression de fer pour avoir les résultats qu'il attend. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé donc de le manifester, hein, comme vous le savez ici, de manifester notre témoignage à travers le montgolfier du Comité des arts économiques qui va lui être remis par Olivier Mousse. Merci Olivier. Naturellement, je suis très ému. Très ému d'abord parce que je me retrouvais ici, très ému aussi à travers cette assistance, vous-même, et puis ces personnes autour de moi qui ont été en quelque sorte mes parrains
dans la vie économique et dans la connaissance de l'entreprise. Je voudrais en citer deux. Le premier, c'est Bernard Mousson, qui m'a accueilli ici en 1997, lorsque j'avais décidé, les électeurs ayant eu l'intelligence politique de me remercier, de créer mon entreprise. Créer une entreprise lorsque l'on a été haut fonctionnaire pendant de nombreuses années, c'est un passage intéressant parce que finalement c'est une petite prise de risque. Je ne dis pas c'est une immense prise de risque, mais c'est aussi la découverte de l'aventure. Et le fait d'avoir les conseils que m'a donné Bernard Mousson, que je connaissais grâce à Olivier Mousson, avec lequel nous avions beaucoup travaillé dans des think tanks des fins des années 80, m'a donné d'abord le sentiment de l'humilité. Quand on a travaillé dans les cabinets ministériels, le Conseil d'État, lorsqu'on a eu la chance aussi de travailler aux côtés d'une formidable chef d'entreprise, vous disiez, monsieur, cher collègue, qu'il y a peu de femmes dans les entreprises industrielles. Il y en a dans le conseil, et c'était le cas de Brigitte de Gatine, qui était présidente de SVP, et dont j'ai été le secrétaire général. Donc, lorsqu'on a le sentiment d'être muni de cette panoplie, presque une cuirasse, on revient rapidement aux réalités du quotidien. Et Bernard Mousson a su me donner l'ensemble de ses conseils, lui et son conseil d'administration, dans lequel il y avait Georges Ourtoul, Raymond Cipollin, que j'ai croisé là tout à l'heure, et qui étaient au fond à la fois des tuteurs. Quelquefois, nous avions des discussions animées. Nous avons aussi participé à ces montgolfiers de l'époque. Et puis aussi, c'était un moment intéressant parce que c'était aussi une vie qui était en pleine mutation. La fin des années 90, 2000. Un deuxième parrain, c'est Alain Juillet, qui était là à l'instant, avec lequel j'ai eu la chance de travailler, parce que lui dit que c'est lui qui a eu la chance de travailler, c'est pas vrai, c'est moi, lorsqu'il était haut fonctionnaire d'intelligence économique, et j'étais, moi, l'une des entreprises qui travaillait dans ce secteur. Mais ce en quoi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que nous avons mené ensemble des actions importantes au profit de l'État et au profit des entreprises françaises, à la fois pour les défendre et à la fois pour les promouvoir. Et on n'est pas resté, dans le nuage, dans le cloud quelconque. Je crois qu'on a mis vraiment la main à la pâte et que nous avons mené ensemble des actions formidables. Ses origines, à la fois de l'entreprise, mais également le passage dans les grandes administrations en charge de la sécurité des Français, notamment du côté du 20e arrondissement, m'ont beaucoup appris de l'humilité, de la discrétion, quelquefois un peu du sens du secret que me reprochent quelquefois mes collaborateurs et quelquefois aussi ma famille, mais je crois que c'est surtout le sens de la prudence. Et pour cela, je voudrais l'en remercier. Depuis qu'il n'est plus haut fonctionnaire à l'intelligence économique, c'est quelque chose qui nous manque. On en entend moins parler, on voit moins de belles actions, et je pense que s'il y avait un message à lancer ce soir, ça serait que l'État, dans sa politique, dans sa régénérescence, dans sa volonté de défendre l'industrie française, puisse davantage s'appuyer sur à la fois ce concept et des hommes comme lui et ceux qui lui ont succédé naturellement. Et puis j'ai une marraine, c'est cet immeuble, la SEIN. Je crois que pendant quelques années, c'est-à-dire de 1998 jusqu'à 2003-2004, j'ai dû être avec quelques personnes que j'ai reconnues ici et qui en assuraient le service au quotidien, la personne qui arrivait le plus tôt ici, vers 7h, 7h30, et j'avais la chance, la confiance que ton père m'ait laissé une clé qui me permettait de rentrer et de sortir, et sans doute la personne qui rentrait le plus tard. Je connais chacune des pièces de cet immeuble, et il y en a une qui m'est très particulière. Je ne pense pas qu'il sera possible d'en faire la visite, mais je voudrais quand même en donner l'exemple. C'est une pièce qui est voûtée, qui se trouve au 3e étage, où étaient nos bureaux, et qui était en fait notre salle de réunion. Combien d'hommes ou de personnes importantes pour l'industrie française sont venus dans ces pièces-là? Ils avaient l'impression un peu peut-être de rentrer dans quelques cavernes, non pas d'Ali Baba, mais un peu secrètes. Mais nous avons fait de belles choses ici. Je voudrais simplement finir en vous disant que je crois profondément à l'industrie. Et c'est peut-être ce que m'a donné cette maison aussi. C'est le fait de ne pas croire simplement qu'en les services. Nous sommes une société de conseil,
Mais nous sommes une société de conseil qui rentre dans le concret, qui accompagne les entreprises et qui savons former des consortiums avec de grands établissements publics, comme par exemple le commissariat à l'énergie atomique, et des PME de haute technologie pour aller à la conquête de marchés à l'extérieur grâce à l'arme du transfert de technologie dont je parlais tout à l'heure dans le petit film. Et ce transfert de technologie, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental parce que, cela permet d'une part, vis-à-vis d'un monde, notamment des pays émergents, qui ne sont plus le monde ancien des exportations à qui on apportait tout et à qui finalement il ne restait que la faculté de dire merci et puis naturellement de payer. On a en face de nous maintenant des clients qui demandent à avoir au moins autant de connaissances et de formation et de savoir-faire que ceux qui leur apportent ces outils, ces machines, ces équipements. Et s'il n'y a pas à la fois une protection du transfert de technologie, mais s'il n'y a pas un vrai transfert de technologie, on n'exporte pas. C'est ce qu'ont compris depuis très longtemps les Allemands. Et c'est pour ça aujourd'hui que, par exemple, la Commission européenne est en train d'ouvrir une enquête sur le balance des exportations allemandes, trouvant qu'il est anormal qu'elles soient si fortement exportatrices et bénéficiaires. C'est quand même extraordinaire par rapport à d'autres balances de paiement, y compris la nôtre, qui malheureusement n'ont pas ce talent-là. Et en même temps, il faut aussi savoir transférer les technologies vers chez nous, c'est-à-dire savoir aller prendre les technologies là où elles existent, naturellement en toute simplicité et en même temps en toute légalité, parce qu'on a beaucoup à apprendre d'un certain nombre de pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier encore, Olivier Mousson, de cet honneur qui honore naturellement l'ensemble de l'entreprise CEIS. Merci. Olivier a raison, il n'y a pas d'antagonisme entre l'industrie et le service. Quand on a créé la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, c'était en 1801. L'industrie, ça n'existait pas, et c'était au sens industrieux. Il y avait aussi bien de l'économie, du commerce, que de la mécanique. Il n'y avait pas encore de physique, il y avait un peu de chimie. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il y a un emploi industriel en France, il y a 4 emplois de service derrière. Donc l'industrie permet de créer du service et également des entreprises comme celle d'Olivier et comme celle du prochain Montgolfier ne pourraient pas aller à l'international, ne pourraient pas se développer si elles n'étaient pas accompagnées par les entreprises de service. Ceux qui me connaissent savent que mon premier métier était d'être enseignant. J'ai commencé comme professeur dès la sortie de l'école à HEC et avant de devenir chef d'entreprise et à Dauphine. Et j'ai toujours dit à mes étudiants que la meilleure vie, c'était de créer une entreprise. Et j'ajoutais, montez votre boîte, même pendant que vous êtes à l'école, parce que vous avez du temps, parce que vous êtes plein d'imagination, parce que vous pouvez oser. Et c'est ce qu'a fait le prochain Montgolfier avec 2 ou 3 amis, collègues. Et je pense qu'ils ont eu raison parce que l'entreprise, c'est la dernière aventure ou l'une des dernières aventures humaines et il vaut mieux commencer tôt. Voilà, j'appelle Alexandre Krasover ainsi que le rapporteur pour le comité commerce et relations internationales, Christian Martin. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir Alexandre. Data Words, une passion précoce à 14 ans. La Chine, le chinois, j'imagine que vous avez appris le chinois, et puis par extension l'Asie. Et une intuition lors de ses études à l'ESCP, il est alors en stage chez L'Oréal, en 1998. Les marques européennes exploitent très peu l'Internet en Asie. 4 rencontres clés à ce moment-là, très cosmopolites. Une chinoise étudiante à HEC, donc pas très loin de l'ESCP finalement. Un Indien étudiant à l'ESCP, un Japonais, et un peu plus tard, un Italo-Suisse. Voilà, ces 4 personnes qui partagent en fait tous une même volonté autour de cette idée-là, c'est d'entreprendre. Et voilà comment Data Words, à l'origine Datasia, est né en l'an 2000. Avec comme offre la traduction et la localisation de sites internet de marques en langue asiatique. À ce moment-là, le succès est absolument quasi immédiat. Des enseignes les plus prestigieuses
eh bien, font appel aux services de DataWords, Lancôme, Cartier, enfin j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres du même acabit qui ont fait appel à vos services. Donc on fait confiance à cette équipe de choc. Alors la société connaît une croissance rapide, 20% par an. Elle étoffe ses équipes, élargit son offre et devient ainsi un acteur incontournable dans la production digitale multilingue, online et offline. Alors, de la localisation, on vient d'en parler, de sites internet et de contenus digitaux, à la production digitale multilingue de bannières publicitaires, au référencement multilingue, à la gestion de l'irréputation à l'international, bref, la prise en compte finalement assez globale des besoins de ces entreprises qui veulent profiter de l'Internet en Asie. En 2011, DataWords, c'est 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 collaborateurs, 30 nationalités réparties entre les bureaux de Paris et Hong Kong. Donc on est vraiment dans une société totalement multiculturelle, mondialisée finalement. Un panel d'experts composé de 1200 traducteurs professionnels, des équipes techniques et de graphistes multilingues. Alors aujourd'hui, c'est plus de 600 clients à peu près, 600 clients, la plupart de prestige. Donc DataWords, c'est une dimension internationale et multiculturelle qui a permis de s'imposer sur un marché qui était très fragmenté, vous nous le direz peut-être après, où la qualité est un élément clé de la fidélisation. Bref, DataWords, c'est une véritable success story à la française, et je vous propose de regarder le petit film. DataWords développe des bannières digitales et analyse l'impact des campagnes sur le site web de la marque. DataWords travaille main dans la main avec les agences médias et de création pour le développement de campagnes. Ce processus permet un déploiement rapide et fiable des campagnes digitales à l'échelle internationale dans n'importe quel pays. Une coordination efficace entre tous les acteurs garantit une image de marque homogène et la transmission d'un message international commun pour un impact important. La livraison d'une campagne de production de bannières correspond à un laps de temps qui s'écoule entre le moment de la commande par DataWords et sa mise en ligne. Ce laps de temps diffère d'une campagne à l'autre. Entre 12 et 24 jours ouvrés sont nécessaires pour produire, traduire, analyser le trafic et tester une campagne digitale selon la quantité de bannières et leur complexité. Le développement d'une campagne digitale passe par un processus en 7 étapes. La filiale de la marque définit d'abord, en accord avec l'agence média, la stratégie de la campagne à mener et ses différents canaux. DataWords lance la production des bannières basées sur les fichiers sources envoyés par l'agence de création. DataWords traduit les textes, les intègre dans les bannières master et modifie les caractéristiques des bannières, comme la taille et le poids, selon les spécifications techniques des différents emplacements utilisés sur les sites pour le déploiement des campagnes. Les éléments d'analyse de chaque campagne, appelés tracking code, sont intégrés pour chaque bannière. Ces éléments sont indispensables pour identifier avec précision le trafic provenant des bannières sur le site. Une fois les bannières testées sur l'ad server, elles sont envoyées aux filiales pour validation. La filiale valide les bannières par le biais de la plateforme média online de DataWords. Chaque bannière est relue à l'aide de sa version source, validée, puis évaluée individuellement. Après le lancement de la campagne, chaque bannière et chaque emplacement sont testés quotidiennement. Les emplacements sont vérifiés chaque jour et à chaque rotation de bannière. La dernière étape consiste à suivre le trafic provenant des bannières sur le site de la marque. Après chaque campagne, DataWords réunit les statistiques du site pour chaque marque, les intègre dans un tableau de bord pour mesurer leur performance et analyse les données globales. L'analyse est fournie à la filiale et au siège. Christian Martin, vous êtes rapporteur du comité Commerce, Transport et International.
Alors même question que pour les deux candidats, les deux personnes qu'on a récompensées jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a conduit le comité à distinguer DataWords et Alexandre et son équipe? Je dirais que ça tient peut-être en quatre points. Le premier, c'est l'aspect fondamentalement industriel de l'approche de DataWords. Lorsqu'on visite DataWords, on est très impressionné par les méthodes mises en place et développées par Alexandre et son équipe. Le deuxième point, c'est évidemment l'enjeu considérable que représente le service de DataWords auprès de ses clients industriels. Aujourd'hui, on sait que le temps est une donnée très importante dans le lancement de nouveaux produits à l'échelle mondiale. Et c'est ce que l'approche de DataWords offre à ses clients. Et je pense qu'Alexandre nous en reparlera tout à l'heure. Le troisième point qui nous a fort intéressés, c'est dans ce monde de l'Internet où l'innovation est quasi quotidienne et chaque fois, pour une entreprise comme celle-ci, constitue à la fois une opportunité mais aussi éventuellement une menace, de voir comment l'organisation de DataWords et sa veille technologique, son attention à ce qui se passe sur le marché, lui permet en permanence de s'adapter, de développer de nouveaux métiers. C'est ce que nous montrait le petit film autour du thème des bannières informatiques. Et ça nous a paru très, très intéressant et je dirais très rassurant quant à la pérennité de l'entreprise et à sa capacité à continuer sur ce formidable rythme de développement de pratiquement 20% par an, qui la promet à un développement tout à fait considérable, en cohérence avec l'esprit des montgolfiers. Et puis, il y a un quatrième point qui nous a aussi questionné et intéressé, et j'aimerais qu'Alexandre nous en parle un peu. C'est cette approche qu'ont eu les fondateurs de cette direction, de cette gouvernance collégiale de l'entreprise, je dois dire qui est tout à fait remarquable et surprenante, donc d'une coprésidence tournante de l'entreprise parmi les quatre fondateurs. Voilà. Donc je pense que ce sont là les 4 points qui nous ont paru intéressants. Je le reprends tout de suite et je vous redonne tout à l'heure. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, à Olivier Mousson, Christian Martin et Evelyne Sevin. Et bien évidemment aussi à Julien Kouchner qui a proposé notre nom pour ce prix, ainsi qu'à mes associés qui ont accepté il y a 13 ans de quitter leurs différents postes pour me rejoindre pour créer Datasia. Alors pour mieux nous comprendre, il faut parler de notre ADN. L'ADN de DataWords, c'est le multiculturalisme digital. C'est d'associer des cultures très différentes pour servir Internet qui semble très global et qui en fait est très local. Quand vous pensez à un Français, un Brésilien, un Russe, un Arabe, un Chinois, ils ont des spécificités culturelles très différentes au niveau linguistique, au niveau physique, au niveau du style, à plein de niveaux. Vous retrouvez ça sur Internet. Et notre métier est d'aider les groupes français et européens à adapter leur communication digitale pour déployer plus rapidement leurs projets à l'international. Donc à partir d'un site Internet en français, on va être capable de l'adapter au niveau de la sémantique, au niveau culturel et au niveau technique pour qu'il corresponde exactement aux usages des internautes chinois, brésiliens, russes, allemands, italiens, etc. Donc voilà l'ADN du groupe DataWords. Nous sommes des associés très différents. Une de mes associées s'appelle Kayo Hattori, elle est japonaise. Un autre de mes associés s'appelle Stanislas de Nervo, il est français d'origine bretonne. Et enfin un autre, Didier Rosenberg, suisse-italien. Ces associés et moi-même ont comme valeur le multiculturalisme. J'ai commencé donc en effet à apprendre le chinois à l'âge de 14 ans, en 1993. Je suis français d'origine russe et je suis marié avec une Française originaire de la République démocratique du Congo, qui est présente ici. Et donc cette valeur du multiculturalisme est une valeur profonde qui est partagée par mes associés et qui nous permet d'offrir à ses clients une compréhension des différentes cultures, une humilité par rapport aux différentes cultures. Chaque culture est très différente. Quand un client vient nous voir avec un très beau site
et par exemple un cadre noir autour du dirigeant, en Asie, ça veut dire que le dirigeant est décédé, ce qui n'était bien évidemment pas l'objectif du site. Au Brésil, il y a un système de paiement qui s'appelle le Boleto Bancaria, qui est très très différent du système de paiement français sur Internet. Et c'est ça notre métier, c'est d'adapter tous les aspects du site pour qu'ils correspondent vraiment aux usages et que ça ne soit pas juste un copier-coller ou une simple traduction du site Internet, des bannières, des catalogues, etc. Donc pour revenir à notre mode de management, il est cohérent pour nos clients et nos collaborateurs qu'on ait cette organisation spécifique avec une présidence tournante, puisqu'on aide nos clients à mieux comprendre les autres et à justement avoir autre chose qu'uniquement une sphère franco-française, mais vraiment une sphère internationale. Et notre organisation, notre management, notre façon de prendre les décisions copie un peu ce schéma. Et on essaye de s'inspirer des différentes cultures, de la culture asiatique, la culture française, suisse-italienne, etc., pour prendre les bonnes décisions. Donc on a chacun notre périmètre, et pour les réunions stratégiques, on se réunit donc toutes les 2 semaines pour les prendre tous ensemble. Et concernant un dernier point, concernant l'innovation, nous avons une cellule de R&D en interne, dont l'objectif est véritablement d'adapter toutes les technologies de nos clients qui sont tous très différentes. Chaque fois qu'un client vient nous voir, que ce soit le groupe L'Oréal, que ce soit Hermès, que ce soit Dior, que ce soit le groupe Seb, Pierre Fabre, il utilise des technologies différentes sur son site internet ou sur d'autres procédés. Et notre métier au niveau R&D, au niveau innovation, est d'être capable d'injecter du japonais, de l'arabe, de l'allemand dans ces différentes technologies. Et pour ça, on a une cellule de R&D qui va être capable d'intégrer les langues sur tout type de technologie. Voilà. Enfin, je voulais finir par 2 petites remarques, puisque Olivier Mousson, dans le courrier qu'il m'a envoyé, il était indiqué qu'on pouvait faire éventuellement ces propositions pour l'industrie nationale. Alors bien évidemment, elles seront modestes par ma jeune expérience et par mes petits 35 ans, mais il y a 2 points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le premier, c'est que la France qui est ouverte et la France qui gagne. On parle très souvent des pays, ce qu'on appelle low cost, qui détruiraient, soi-disant, beaucoup d'emplois en France. C'est peut-être vrai dans certains domaines, mais on ne parle pas assez de ces entreprises françaises qui réussissent en effet grâce à l'export. On a eu un exemple tout à l'heure, et même 2 exemples. Et je pense qu'il est important qu'on communique plus sur ces sujets pour éviter que les Français se referment sur eux-mêmes. Ça, c'est le premier point, et le prix Montgolfier permet notamment cette prise de parole. Enfin, le deuxième point, c'est qu'il faut faire naître des vocations chez les jeunes sur l'entrepreneuriat, sur la création. Il faut qu'ils puissent rêver devant des créateurs. C'est très important. En France, plus on réussit, plus on doit se cacher. Et ça, c'est dommage. Et je pense qu'il faudrait très simplement permettre à des entrepreneurs d'aller peut-être une fois entre la 6e et la terminale présenter qu'est-ce que la création, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour faire naître des vocations. Je finirai par un petit proverbe chinois. Tian li, zhe she, she zhu shu xia, qui signifie un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Moi, ce premier pas, c'est un professeur de chinois qui est venu quand j'avais 14 ans. Et c'est pour ça que je finissais sur ce message pour les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation pour donner envie de rêver. Et l'éducation peut permettre des parcours intéressants. Moi, j'ai fait des écoles publiques. Donc voilà, donc j'encourage à aller dans ce sens. Merci beaucoup et encore merci pour ce prix. Je ne sais pas si vous savez, mais les frères Montgolfier étaient 2, Joseph et Étienne. Les prochains Montgolfier sont également 2 frères, Alexandre et Laurent. Mais il y a une troisième personne qui les accompagne. C'est Jean-Pierre Cariou, et il a quand même pour un Montgolfier quelque chose de prédestiné, c'est qu'il est docteur ès sciences atmosphériques. Donc j'appelle à la tribune les frères Sauvage et Jean-Pierre Cariou, ainsi que Jean Cornillot, président du comité des arts physiques. Vous pouvez les applaudir. Ah, il nous en manque un là. C'est pas trop loin. Qui nous manque-t-il? Il nous manque Laurent Sauvage. Bon. Savez-vous ce qu'est la technologie LIDAR?
Je vous annonce qu'on a la chance d'avoir ce soir le trio qui a créé Léosphère, qui est le leader mondial de l'observation atmosphérique par lidar. Alexandre Sauvage, Laurent Sauvage qui devrait être parmi nous et qui n'est pas là, et Jean-Pierre Cariou. Alors qu'est-ce que ce fameux lidar, pour ceux qui ne savent pas, dont je fais partie, ce qu'est qu'un lidar? Light Detection and Ranging, radar laser en français. Cette technologie d'une extrême facilité d'utilisation et de déploiement permet de mesurer des paramètres atmosphériques comme la pollution particulière, l'humidité, le vent et les turbulences de 0 à 15 km/h et en temps réel. Je ne me suis pas trompé? C'est à peu près ça? 0 à 15 km. Ah, 15 km. Deux applications principales pour ce fameux lidar. Le lidar de mesure d'aérosol, qui par ses mesures en 3 dimensions des couches d'aérosol et des nuages dans l'atmosphère, rend possible un suivi du transport des polluants transfrontaliers, notamment les cendres volcaniques. Moi, je me souviens de l'Islande récemment, j'imagine que vous avez dû être sollicité. Et le lidar profileur de vent, qui permet notamment d'évaluer le potentiel d'un parc éolien et le suivi de ses performances. Et il fournit également des informations déterminantes aux agences météorologiques et aux aéroports, donc un peu pour la sécurité, j'imagine, des aéroports. Alors, dirigé par Alexandre Sauvage, diplômé d'un MBA américain, Léosphère compte aujourd'hui plus de 130 personnes, a réalisé en 2012 un CA toujours en progression de 18 millions d'euros, dont 80% à l'export, et ça malgré la crise. Donc c'est quand même absolument remarquable. Laurent Sauvage, qui malheureusement n'est pas parmi nous, est, comme le disait Olivier, docteur ès sciences atmosphériques de l'École polytechnique, mais aussi diplômé en astrophysique et technique spatiale. C'est un des spécialistes des lidars reconnus en France, et c'est lui qui a très vite décelé les besoins du marché et qui est en fait à l'origine de la société. C'est bien ça? Il en est d'ailleurs le directeur scientifique. Enfin, Jean-Pierre Cariou, diplômé de l'Institut d'optique, et lui-même aussi docteur en astrophysique, et c'est aussi l'un des spécialistes des lidars en France, je crois, parmi les plus reconnus. Et il assure la direction des recherches, des développements et des technologies de Léosphère. Alors Léosphère, c'est un exemple supplémentaire de ce génie français qui est capable de générer des succès techniques et commerciaux. D'ailleurs, je pense que vous nous en direz peut-être un peu plus tout à l'heure. Bref, une histoire que nous souhaiterions tous voir se multiplier. Je vous propose d'écouter Alexandre Sauvage nous la raconter. Léosphère est une société de développement et de fabrication d'instruments atmosphériques, des lidars ou radars laser, instruments qui permettent de mesurer à distance, en temps réel, des phénomènes atmosphériques très fins, comme la vitesse et la direction du vent. Nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros, dont 85% à l'export, principalement en Asie, en Europe occidentale et en Amérique du Nord. L'innovation, c'est très important d'une manière générale pour la performance commerciale et financière. Ça rend l'entreprise très compétitive sur des marchés eux-mêmes innovants. Là où vous pouvez avoir l'émergence de concurrents, il est important d'avoir un coup d'avance. Ça vous rend plus compétitif sur des marchés inversement de bas coût, puisque c'est une façon de vous différencier et de préserver vos marges avec des produits innovants. Puis enfin, sur des marchés non matures, ça vous permet de travailler avec vos clients quand les besoins ne sont pas mûrs, quand les technologies ne sont pas mûres. Ça vous permet de faire de l'innovation partagée avec vos clients et donc d'être très en amont sur des perspectives commerciales. Alors, les moyens dont on dispose pour se développer à l'international sont d'ordre commerciaux et financiers. Sur les aspects commerciaux, il y a des moyens qui proviennent de l'extérieur, typiquement l'aide en business développement que peut apporter UbiFrance ou les missions économiques, mais également certaines démarches de rassemblement d'entreprises comme le Club Adam International ou bien le cluster Durapol que nous avons cofondé avec une quarantaine de PME en Ile-de-France, permettent de rassembler des offres, d'avoir des offres plus complètes, plus riches, d'aller ensemble sur des salons, d'aller ensemble voir des clients, et ça nous rend évidemment plus visibles et plus crédibles. L'export des éco-entreprises nous rappelle d'où on vient et le chemin qu'on a parcouru, depuis les premiers pas avec l'ADEME International à Shanghai en 2004, jusqu'à aujourd'hui où 350 lidars ont été installés dans le monde avec 120 personnes aujourd'hui. Puis une reconnaissance
l'éventualité où nous gagnerions une reconnaissance de nos pairs, notamment Environnement SA, et toutes ces belles sociétés qui font le fleuron de l'écotechnologie française. M. Cornillo, j'imagine que vous avez de très bonnes raisons pour avoir sélectionné Léosphère pour le comité. Oui, ben écoutez, je vais répondre en deux temps. D'abord, pourquoi le LIDAR et pourquoi Léosphère? Pourquoi le LIDAR? Le comité des arts physiques s'intéresse évidemment à toutes les techniques modernes, que ce soit de l'électronique, de l'informatique, de l'optique. Nous sommes pas mal d'opticiens dans le comité et c'est vrai que tout ce qui touche au laser, à l'infrarouge, je ne dirais pas que ça... Il y a une majorité quelquefois qui se dessine assez rapidement. Le LIDAR, très vite, a été découvert et a fait des progrès assez sensationnels, mais qui étaient toujours dépendants du laser. Et là, ces quelques dernières années, les lasers ont fait des progrès, surtout au point de vue miniaturisation et facilité d'utilisation, ce qui fait que ça a permis des développements nouveaux, comme ceux qui sont faits à des Léosphères. Le LIDAR, alors je connais moi-même, puisque j'ai participé à des programmes, mais des programmes militaires, et Jean-Pierre Cariou, je le connais depuis assez longtemps dans ce domaine-là. Alors pourquoi Léosphère? Eh bien, il est évident que s'intéressant à ces techniques, nous étions très sensibles à la création de Léosphère. Nous avons suivi dès le début cette société et de voir que très rapidement, quand même, elle est arrivée à un niveau excellent, puisque c'est quand même un leader mondial. Pour une petite société française, je crois que c'est exceptionnel. Et on ne pouvait pas faire autrement que de la récompenser. Bonsoir, merci infiniment. Je vous remercie au nom de mon frère qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Il a un gros problème personnel, mais qui va se résoudre, j'espère. Il serait très ému d'être là, sans doute autant que Jean-Pierre et moi, peut-être plus, puisqu'il est à l'origine de l'idée. J'espère que ce que je vais vous dire ne va pas nous faire retirer le prix immédiatement, mais il y a 3 raisons pour lesquelles je suis extrêmement heureux de recevoir au nom de Léosphère cette reconnaissance. Et c'est peut-être la première qui va vous faire changer d'avis, c'est que j'ai moi-même pas de passé technique, technologique ou scientifique. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas non plus physicien ou docteur. Je suis peut-être un des seuls dans l'entreprise d'ailleurs. Recevoir une récompense comme celle-là, c'est un repère très important pour quelqu'un comme moi. Puisque quand on a créé Léosphère, mon frère est arrivé, ça faisait des années qu'il travaillait dans la météorologie, il travaillait au CNRS. Bon, moi je pensais qu'il présentait la météo, enfin je ne comprenais pas très bien ce qu'il faisait. Et il m'a appelé un jour en me disant que ce qu'il faisait dans la recherche, il y avait beaucoup de collègues et de confrères qui avaient les mêmes besoins que lui, ils avaient besoin de lidar. Lui, il utilisait des lidars, mais il n'était pas concepteur, si vous voulez. Et justement, il me dit, il y a 500 groupes de recherche qui devraient utiliser des lidars, mais ils se font tous leur propre lidar. Donc on devrait monter une entreprise qui fait ça. Donc évidemment, en tant que profane, j'ai trouvé ça génial, un laser qui tire à 15-20 km dans l'atmosphère et qui détecte des microparticules. Je trouvais ça fantastique. Et évidemment, j'étais très impressionné. Et puis on a été voir un certain nombre de personnes, notamment des financiers, qui m'ont expliqué que le lidar, ça faisait 30 ans que ça existait. Et que donc, qu'est-ce qu'on avait inventé de plus? Donc on leur répondait sans cesse, on n'a rien inventé, on va juste le mettre à disposition des industriels et des météorologues. Donc ça intéressait personne, évidemment, puisqu'on n'avait rien inventé. Et du coup, il fallait que je me fie à quelque chose. Et je me suis simplement fié à la lumière qui brillait dans les yeux de mon frère. Et donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, c'est-à-dire que c'était vraiment une histoire d'homme. Et donc mon repère, il était envers l'homme et non pas simplement envers la passion qu'on pouvait avoir pour la science atmosphérique. Puis 2 ans plus tard, j'en ai rencontré un autre d'homme, c'est Jean-Pierre Cariou, puisque après avoir fait un premier transfert de technologie du CEA, nous sommes allés voir l'ONERA, où Jean-Pierre travaillait.
il était responsable d'une unité de recherche sur le LIDAR appliqué à des problématiques aéronautiques, de détection de tourbillons de sillage et de risques, les risques en approche dans l'aéronautique. Et on a fait un deuxième transfert de technologie sur des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Puis à la fin du transfert, on a tiré un peu tout, on a tiré les plans et puis on a tiré ce qui allait avec, c'est-à-dire Jean-Pierre, que j'ai agressé à la cantine de l'ONERA en lui disant bon ben maintenant qu'est-ce que tu vas faire pendant les 20 prochaines années quoi. Et bon, il a mis à peu près 48 heures à décider de venir. Et là encore, je me suis fié à la passion qu'avait Jean-Pierre et puis il a aussi les yeux qui brillent ce soir, donc c'est à peu près le même état dans lequel il était. Et ça m'a donné beaucoup confiance. Mais j'étais toujours pas rassuré sur est-ce qu'on faisait le bon choix technologique. J'y connaissais rien. Et la première raison, donc, c'est recevoir ce prix de votre part, de la part de cette société d'encouragement pour l'industrie. Ça me rassure. Bon, je suis rassuré par les yeux qui brillent de mes associés, mais je suis aussi rassuré par cette communauté qui visiblement fait les bons choix, puisqu'il y a d'éminents représentants de l'industrie aussi ce soir. Donc c'est la première raison, c'est un repère pour nous et ça me permet maintenant de savoir qu'on a fait le bon choix. La seconde raison, c'est que ça a été beaucoup dit ce soir et je suis content qu'on ne soit pas les seuls. On croit énormément beaucoup à l'industrie. On aime fabriquer, on aime développer, on aime fabriquer des choses. On est assez ringard en fait. On aime fabriquer des choses et on aime les fabriquer en France. Et je sais pas si vous rencontrez beaucoup de financiers. On a besoin d'eux. On vient de faire une grosse levée de fonds. Mais le mot à la mode dans le capital investissement, c'est fabless. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais fabless, ça veut dire sans fabrication. Et à partir du moment où on est fab with, ce qui est notre cas, il y en a beaucoup qui se demandent ce qu'on fait. Pourquoi on ne fait pas juste de la conception et puis on vend la disquette et on touche des royalties. Nous, on ne veut pas de fabless. Nous, on veut vraiment fabriquer. On aime fabriquer des machines et on aime les vendre. Et donc, le fait qu'il y ait le mot industrie dans votre association, c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc, c'est une grosse reconnaissance de cette ringardise qui nous caractérise, puisqu'on est des industriels et on est fiers de l'être. Et enfin, dernier petit clin d'œil, c'est que quand on a cherché le nom de Léosphère au départ, le concept, c'était donc de mesurer à plusieurs étages ce qui se passait dans l'atmosphère avec un laser. Et on essayait de trouver des inspirations. Et c'est assez rigolo qu'une des premières qui soit arrivée, c'était l'origine de la recherche atmosphérique par couche. Il y a un grand météorologue français qui s'appelait M. Tesserink de Bolt au début du siècle, qui avait commencé à mesurer différentes strates dans l'atmosphère grâce à des lâchers de ballons. Il avait lâché 236 ballons, quelque chose comme ça, pour mesurer qu'il y avait différentes couches que vous connaissez sans doute dans l'atmosphère. Et on voulait s'appeler, au début, on s'était dit on va s'appeler le 237e ballon, en anglais, 237e ballon. Bon, c'était un peu long, un peu compliqué à traduire, donc on a pris Léosphère pour d'autres raisons. Mais voilà, du coup, je pense que la boucle est bouclée, et grâce à ce prix, on a touché la quadrature du cercle. Donc merci infiniment et bonne soirée. Oui, bonsoir. Je voudrais rajouter deux mots. Le premier, c'est que, issu d'un laboratoire de recherche national comme l'ONERA, j'ai eu la chance de pouvoir transférer la technologie à Léosphère. Et je remercie aujourd'hui tout le comité de transfert de technologie de l'ONERA de m'avoir permis de faire ce saut et de m'avoir gardé un élastique pendant quelques temps si jamais l'aventure se passait mal. J'en profite pour dire que dans les entreprises ou dans les laboratoires de recherche comme l'ONERA, le CEA, le CNRS, il y a énormément de pépites comme celles que j'ai développées moi-même. Et je pense que des entreprises comme Léosphère pourraient se multiplier à l'infini avec l'ensemble des inventions, brevets, process qui ont été développés sur des crédits publics et qui restent dormir sur des étagères, hélas. Deuxième point, et ce sera le dernier de mon intervention ce soir, c'est de dire qu'une entreprise, c'est effectivement du savoir-faire, mais c'est aussi de la complémentarité de compétences. Et si Léosphère a réussi, c'est à la fois par l'équipe de management qui a réuni des gens qui avaient une vision, comme Alexandre, une vision très long terme, et la foi dans ce qu'il entreprenait. Des personnes qui étaient complètement
en connaissance des applications. C'est le frère d'Alexandre, Laurent, qui n'est pas là ce soir, qui avait une parfaite connaissance du marché, et une personne comme je suis qui était féru en technologie. Donc, bien sûr, je rajouterai d'autres managers de Léosphère qui ne sont pas là ce soir, mais que j'associe complètement à ce prix. Et je pense que la complémentarité des hommes fait énormément pour la croissance et le développement d'une industrie. Et avec cette équipe de management, et une équipe bien entendu très dynamique et très jeune, il faut savoir que la moyenne d'âge de l'entreprise est inférieure à 30 ans aujourd'hui, avec 130 personnes à bord. On peut aller très loin et on espère continuer ainsi encore longtemps. Merci. J'ai bien aimé le lâcher de ballon pour les montgolfiers, je trouve que c'était approprié. J'ai bien aimé également le côté étincelle dans les yeux, le côté vision. Je pense que les entrepreneurs, ils doivent avoir une vision. Ils doivent être porteurs de rêves. Ils doivent peut-être se dire qu'ils ont envie de changer le monde, de le rendre meilleur. Et c'est également le cas du montgolfier de la communication et de la formation. Donc j'appelle Jérôme Salté ainsi que Kevin Sevin, vice-président de la Société d'encouragement et rapporteur pour le comité de la communication. Playback. Octobre 1985, Jérôme Salté et 3 de ses amis, François Dufour, Gaëtan Burrus, imaginent dans un train qui les amène au Touquet un jeu de questions-réponses sur le bac, qui deviendra célèbre. Et Playback est né. En 1987, donc très vite, quasiment après la création de l'entreprise, avec le plus petit stand, le premier prix du Salon du Jouet à Paris est attribué à la société Playback. Alors là, il y a un truc extraordinaire, c'est que vous avez le culot de faire repasser le bac à certains politiques avec votre jeu. Alors Raymond Barre l'obtient avec mention, et Nicolas Sarkozy aussi, mais paraît-il en trichant, parce qu'il y a Brice Hortefeux qui planchait derrière. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. En 89, le jeu est décliné pour les plus petits sous le nom des Incollables, en France, puis aux États-Unis en 1995. Alors là, le succès est phénoménal. 50 millions d'exemplaires sont vendus dans le monde, évidemment aux États-Unis, sous la marque BrainQuest. Deuxième coup de génie en 95, Playback invente le quotidien d'actualité pour les enfants. Alors là, il est diffusé à plus de 200 000 abonnés et il est lu par 4,6 millions de personnes. Un véritable succès. Alors, Playback aujourd'hui, c'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, 90 collaborateurs, d'une moyenne d'âge, là aussi, de moins de 30 ans. Donc, évidemment, la jeunesse est vraiment très, très, très porteuse et utile pour pouvoir mener des entreprises de ce type. Et plus de 25 ans après, Playback est toujours dirigé par les 3 fondateurs. Alors, j'ai trouvé une formule qui m'amusait. Gaëtan, les éditions, François, le rédacteur en chef, et Jérôme, le porteur de rêve. Et je crois que ce n'est pas fini d'ailleurs, parce qu'il y a un projet de collège idéal ou révolutionnaire, mais ça peut-être vous en direz vous plus tout à l'heure. Alors Jérôme Salté est diplômé de Sciences Po et il a passé 2 fois le bac. Une fois en 1979, bon ça c'est normal, mais une autre fois en 2006, incognito. Et il l'a eu avec la mention bien. On peut l'applaudir. Alors Jérôme Salté est auteur de plusieurs ouvrages, il est également engagé dans la vie civile, il a été président de la Vie au Grand Air, une fondation qui accueille des jeunes en difficulté, et il est aujourd'hui président du Fonds de dotation pour le numérique à l'école et membre du Conseil de l'enseignement supérieur. Je vous propose de regarder la présentation de Playback. Il est 7h30 du matin, nous sommes dimanche, Paris est encore endormi, les rues sont désertes, mais à la rédaction de Mon Quotidien, rue des Minimes, dans le 4e arrondissement, pas de grasse matinée, la journée a déjà commencé au rythme de l'actualité. Les journalistes travaillent toujours avec 2 jours d'avance sur la date de parution, car il faut laisser le temps au journal d'arriver par la poste. Dans la salle de rédaction, les écrans de télévision sont en permanence allumés sur les chaînes d'information. Et quand le rédacteur en chef adjoint arrive à 8h30, il pose ses affaires et allume la radio. La journée démarre. 10h, Thomas accueille les rédacteurs en chef d'un jour. Le mercredi et le dimanche, les enfants peuvent participer à la conférence de rédaction. C'est Noémie et Mélanie, c'est ça? Très bien.
Eh ben, bienvenue à vous. Donc, on va découvrir aujourd'hui le quotidien et vous allez être notre rédactrice en chef. D'accord? D'accord. Allez, faites. Mélanie, Noémie, Daphné et Ézéchiel se retrouvent donc autour de la grande table de la conférence de rédaction. Ce sont eux qui choisissent avec les journalistes et le rédacteur en chef les sujets à mettre dans Mon Quotidien. Le secret du journal, c'est de permettre au lecteur de comprendre l'actualité et d'apprendre. Donc le point de départ de Mon Quotidien, c'est vraiment cette page 2 qui fait le lien entre le programme scolaire, ce qu'ils apprennent en classe, et l'actualité, ce qu'ils voient au journal télévisé le soir. C'est le 3500e. Et comme ça, je vais l'envoyer à l'imprimeur. Et c'est envoyé. Les planches sont ensuite gravées sur des plaques. 4 plaques pour 4 couleurs, noir, jaune, rose et bleu. Ces plaques sont fixées sur la rotative. L'énorme bobine de papier blanc se déroule dans la machine et passe à travers les 4 couleurs pour donner naissance au 3500e numéro de Mon Quotidien. Mon Quotidien tire à peu près 60 000 exemplaires tous les jours. Pour en moyenne 3 heures par jour pour imprimer Mon Quotidien. Et 32 km de papier. Les pages sont ensuite découpées, pliées et empilées automatiquement. Les journaux sont prêts à être expédiés. C'est la Poste qui s'en charge, ça s'appelle le routage. La suite, vous la connaissez, le facteur dépose le journal dans votre boîte aux lettres. À la une, le fameux match France-Italie. À l'intérieur, les dessins de Berthe, les articles, les brèves, les sondages, les tests et l'interview. 8 pages qu'il ne vous reste plus qu'à découvrir. Bonne lecture. Evelyne Sevin, vous représentez le comité communication et formation. Alors pourquoi Playback pour un montgolfier ? Pourquoi Playback pour un montgolfier ? Nous avons ensemble choisi Jérôme et Playback. Parce que dans les valeurs de la société d'encouragement, il y a la notion d'encouragement. Et que la mission de Jérôme et de Playback, c'est vraiment autour de comment innover, comment encourager. Innover pour changer l'éducation, c'est une mission absolument phénoménale. Et je trouve que à travers ce qu'il a imaginé, créé et dont il va nous parler, il y a un projet extraordinaire. Après, on a eu beaucoup de conversations avec Jérôme et autour de l'échec, je dirais comme voie de la réussite. Des histoires assez drôles sur comment les incollables sont nés, je pense que certains vous en reparlera. Comment finalement on crée, comment on partage, comment on dépasse tout ça. Et ça, c'est absolument formidable. Je lui passe la parole. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Monsieur le Président. Vous me le remettrez tout à l'heure. Oui, je pense qu'il est au chaud, tout va bien. Et merci évidemment à vous-même de nous accompagner ce soir et à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et effectivement, Société d'encouragement, c'est un très joli mot, encouragement, et c'est bien dans ce sens que nous sommes très fiers et très heureux de recevoir ce montgolfier aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est évidemment Playback dans son ensemble, la centaine de collaborateurs et de collaboratrices de l'entreprise. Et j'ai une pensée toute particulière pour mes 2 associés et amis, François et Gaëtan. Et une fierté d'ailleurs toute particulière que ce soit toujours mes amis 27 ans après le démarrage de l'entreprise, car ça n'est pas une mince affaire de garder ses amis dans un tel cadre. Et donc cet encouragement que vous nous prodiguez, nous sommes ravis de le recevoir. Et alors c'est un encouragement à quoi ? C'est un encouragement à persévérer dans nos engagements. Et alors, ils sont multiples, mais je voudrais parler de 2 engagements ce soir. Un engagement au service de la création, de l'innovation. Ce que nous cherchons à faire depuis que nous sommes nés, c'est d'avoir des idées, c'est sans doute de rester petit, mais de faire des choses que les autres ne font pas, forcément. Vous avez parlé des incollables. Les incollables, c'est un modèle d'éventail de cartes avec des questions et des réponses sur le programme scolaire. C'est assez simple, mais ce sont des fiches qui sont reliées par une vis. Et ce modèle déposé a fait le tour du monde et c'est effectivement vendu à 50 millions d'exemplaires. C'est le best-seller éducatif numéro 1 aux États-Unis. Ça n'aurait pas été possible sans une culture, une volonté de créer
d'innover. Et puis notre deuxième engagement, c'est celui de poursuivre une mission qui est changer l'éducation. Alors je suis heureux de pouvoir rebondir sur la demande insistante d'Alexandre tout à l'heure, puisque au fond, ce que nous cherchons à faire, c'est contribuer positivement à permettre à la société française de changer son éducation. Et du coup, je suis porteur d'un projet de collège un peu révolutionnaire dont Marc a parlé tout à l'heure. Et c'est un collège qui veut redonner le goût de l'entreprise aux enfants, qui veut valoriser leur créativité, qui veut mettre en avant leur curiosité, la laisser vivante, leur permettre d'apprendre toute leur vie. Bref, c'est une vaste tâche, comme vous pouvez le voir, et du coup, vos encouragements nous sont nécessaires et extrêmement agréables. Donc à nouveau, merci beaucoup. Alors, dernier montgolfier de la soirée, alors c'est une femme, on aurait pu commencer par la femme, on termine par la femme. Et c'est une femme architecte. À la société d'encouragement, on aime bien les architectes, surtout au comité de la construction, peut-être parce que grâce aux architectes et aux urbanistes, on a gagné quelques mètres carrés. Alors, par exemple, cette salle était au départ une salle d'entraînement des mousquetaires, et puis le baron Haussmann est arrivé et il a rajouté quelques centaines peut-être pas, mais de mètres carrés pour aligner la rue qui s'appelait rue Bonaparte. Je voudrais savoir d'ailleurs si c'est lié à la société d'encouragement. Est-ce que c'est la société d'encouragement qui a choisi la rue Bonaparte ou l'inverse? Donc on est passé de rue Bonaparte à rue de Rennes. La rue de Rennes aurait dû aller jusqu'au bout, jusqu'à la Seine, et puis bon, il y a dû y avoir des lobbies puissants, on s'est arrêté là. Et maintenant on est 4 place Saint-Germain-des-Prés. Voilà, donc merci aux architectes, j'appelle Manuel Gautran, ainsi qu'un autre architecte urbaniste, Bertrand Lemoine, grand spécialiste du Grand Paris. Vous pouvez les applaudir. Manuel Gautran. Repenser le théâtre de la Gaîté Lyrique en un lieu dédié aux arts numériques et aux musiques électroniques. Concevoir le C42, alors je ne savais pas ce que c'était que le C42, maintenant je le sais, showroom de Citroën sur les Champs-Élysées, pour ceux qui le connaissent, avec cette façade entièrement vitrée qui chatoie comme un bijou, avec ses facettes rouges et transparentes qui reprennent le célèbre motif des chevrons. Réfléchir à la fondation Pinault sur l'île Seguin, qui malheureusement n'a pas vu le jour, mais aussi réaliser des bâtiments d'habitation écologiques et économiques, ou bien encore des villas de luxe à l'autre bout du monde. Manuel Gautran n'est pas, vous l'avez compris, une architecte comme les autres. La curiosité est mon moteur. J'ai toujours soif de découverte, confie-t-elle dans un article intitulé « L'architecte exploratrice ». Ce qui lui plaît vraiment, c'est construire, mais en y instillant une part de rêve, en n'hésitant pas à casser des codes et des tabous. Il y a parfois nécessité d'être percutant, souligne-t-elle. D'un jaune très vif, la façade extérieure de la Cité des Affaires de Saint-Étienne en est l'illustration. Je voulais un projet qui irradie. Ça doit irradier, hein. D'origine marseillaise, c'est à Montpellier qu'elle obtient son diplôme d'architecte. Après 6 années à apprendre son métier chez les autres, Manuel Gautran ouvre en 1991 sa propre agence qui compte aujourd'hui une vingtaine d'architectes et qui réalise des projets dans le monde entier. J'ai vu, y compris en Afrique, j'ai vu ça. Son associé, Marc Blazing, en assure la direction générale depuis 1992. Manuel Gautran ne se contente pas seulement de réenchanter la ville par ses réalisations. Là, j'ai emprunté l'un des titres de vos ouvrages. Elle trouve aussi le temps d'enseigner et de donner des conférences en France et à l'étranger. Chevalier de la Légion d'honneur et dans l'ordre des arts et lettres, elle jouit d'une reconnaissance qui est amplement méritée. Et je vais prendre vos mots, que j'ai bien aimés, réinventer l'architecture en innovant, sans extravagance, en testant jusqu'au bout nos émotions, nos envies,
et trouver ainsi l'unique réponse qui permettra que le tout s'harmonise. Je vous propose d'écouter Manuel Gautran. À 46 ans, l'architecte Manuel Gautran dirige son agence depuis 17 ans déjà. Gare de péage sérigraphiée ou détonnant théâtre de Béthune, très jeune, elle se fait remarquer par sa fantaisie. Aujourd'hui, sollicitée pour les plus grands concours, elle met un point d'honneur à chaque nouveau projet à tout remettre sur la table. Chaque début de projet, c'est une page blanche. Il y a toujours deux choses qui m'impressionnent beaucoup dans un programme. C'est à la fois le site et c'est aussi l'usage qui va être fait du bâtiment qu'on a à construire. Et Relief, il va jusque-là. Donc il monte plutôt jusqu'à une vingtaine de mètres. Peut-être ce qui gêne, c'est la rampe qui vient là, et encore que ça vient justement créer des petites échelles. C'est pas mal de le laisser. Ils peuvent rejoindre Exactement. Celle-là, elle est belle. Mais c'est important que, oui, un espace comme ça soit pas monumental, qu'on n'ait pas des grands escaliers de 10 mètres de large, qu'on lui donne une écriture un peu humaine, que peut-être on fasse sortir des terrasses de café. Et puis, comme tous les architectes de sa génération, Manuel Gautran compose également avec le développement durable. À Rennes, elle a notamment conçu des immeubles écolos à moindre coût. Un architecte, ça reste un créatif. C'est aussi un artiste, c'est pas que quelqu'un qui est scientifique. Si on nous fixe des objectifs très clairs, on a tout à fait la capacité de traduire ces objectifs avec des moyens auxquels personne ne pensera. Elle appartient à cette nouvelle génération d'architectes. Chaque projet est une expérimentation sur un sujet, et la concernant, c'est une expérimentation à la fois sur la peau, à la fois sur la structure. Elle n'a pas peur de la forme, elle n'a pas peur de la couleur, chose qui était vraiment presque tabou à une certaine époque, et elle n'a pas peur du mot esthétique. J'essaie de trouver un espace de liberté, de faire que la création architecturale, elle donne beaucoup plus que simplement un usage et puis un bâtiment dans un lieu. Je pense que l'architecture a un grand pouvoir de surprise, d'enchantement, de poésie, d'émerveillement. Bertrand Lemoine, mais vous commencez à être habitué à la question. Vous êtes rapporteur du comité construction et beaux-arts. Alors finalement, qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir distinguer Manuel Gautran ? Le prix Montgolfier, c'est une aspiration à prendre de la hauteur, à progresser. Et puis c'est aussi garder une légèreté, garder une ouverture sur le monde. Et il nous a semblé au comité construction et beaux-arts que Manuel Gautran répondait parfaitement à cette définition du prix Montgolfier, parce que c'est à la fois... C'est d'abord une personnalité qui est dans les beaux-arts, qui conçoit, qui invente, et puis qui construit, qui réalise, qui est dans la construction, et qui est une personnalité qui est d'abord une entrepreneuse, puisqu'elle a créé son entreprise il y a une vingtaine d'années, elle la développe, elle continue à être dans ce monde de la complexe, d'ailleurs compliqué et dur même, de la construction et de l'architecture, mais elle y est en apportant une poésie, une dimension de création, d'une fraîcheur, une douceur aussi, de la couleur, de l'invention dans les formes, beaucoup de légèreté qui est tout à fait la marque de fabrique de Manuel, qui est aussi dans cette volonté de réenchanter, on l'a dit tout à l'heure, le monde. Et en même temps, ce réenchantement du monde, il se fait à travers une recherche constante d'innovation, de remise en cause, d'interprétation des programmes. Les programmes sont souvent très, très contraints, de plus en plus précis, avec des impératifs, bien sûr, techniques, réglementaires, financiers. Mais comment aller au-delà ? Comment interpréter ces programmes pour en tirer le meilleur, pour offrir aussi aux maîtres d'ouvrage, aux clients, à la population, aux usagers aussi, la meilleure manière de profiter de ces architectures, de s'appuyer sur un site, sur un contexte, qui va aussi définir des formes et qui va permettre de renouveler constamment ces formes. C'est ça le propre, peut-être le charme de l'architecture, c'est qu'on est dans une culture de l'invention du prototype et non pas de la répétition, non pas de la série. Et puis Manuel Gautran, c'est aussi une personnalité qui est engagée par ses conférences, par son enseignement, engagée aussi par sa volonté de donner une forme aux transformations très fortes qui sont celles que nous vivons aujourd'hui, à ce monde qui change, qui évolue. Comment être dans le présent, dans le contemporain, comment s'appuyer bien sûr sur une histoire, sur une tradition, mais comment aller au-delà et comment finalement être pleinement engagé dans le monde. Voilà, ce sont toutes ces qualités que nous avons vues chez Manuel Gautran et que nous avons souhaité, avec le comité Construction et Beaux-Arts, distinguer ce soir. Merci. Bonsoir. Écoutez, je suis très émue et très reconnaissante d'avoir reçu ce prix.
Je reconnais que c'est un prix qui me plaît beaucoup, qui me fait un grand honneur, parce que comme le disait Bertrand Lemoine, il couronne une activité qui est empreinte à la fois de construction mais aussi de beaux-arts. C'est comme ça que je vois mon métier, à la fois un métier très artistique, mais en même temps un métier scientifique plein de rigueur et qui demande aussi une autre dimension, beaucoup d'humanisme, beaucoup de générosité pour essayer d'abriter au mieux tous les nouveaux usages de ce monde qui évolue beaucoup et qui demande de plus en plus une grande ouverture d'esprit, une grande adaptabilité. Donc je suis vraiment très reconnaissante à cette société, à son comité des constructions et des beaux-arts. Et je suis aussi très reconnaissante parce que voilà, il me remercie en quelque sorte, mais il donne aussi un honneur à cette profession d'architecte que j'aime énormément. On a un métier effectivement qui est rendu parfois très difficile, pour lequel je milite énormément. Je pense que l'architecte doit être respecté. C'est un métier qui a une énorme responsabilité et j'espère que ce prix aussi est pour l'ensemble de la profession. C'est vrai que moi-même, j'imagine ce métier avec beaucoup de sens des responsabilités. Je le décris souvent comme un art magnifique et volontairement, je parle plus de la dimension artistique que de certaines autres dimensions, parce que peut-être c'est celle qui manque le plus parfois. En tout cas, voilà, donc l'architecture a un pouvoir aussi dans une ville de participer à son évolution, à sa croissance, à son embellissement. La valeur de beauté est importante dans l'architecture, c'est une valeur subjective, c'est une valeur dont l'architecte a parfois du mal à parler, mais j'y tiens plus que tout. Il y a des valeurs objectives, mais il y a aussi des valeurs subjectives. Et quand je fais certains projets, j'essaye toujours de mettre une dimension d'innovation. Bertrand l'a relevé, en travaillant proche des milieux industriels, sur des nouveaux matériaux, sur des structures complexes, innovantes. J'essaye aussi de faire en sorte que l'industrie aide l'architecture, qu'il y ait des passerelles entre les deux. Et par exemple, le simple projet de Citroën m'a fait découvrir certains des univers industriels, celui en l'occurrence de l'automobile Citroën. Et j'ai été très émerveillée par aussi dans cet univers-là, l'énorme part scientifique, mais la part un peu artistique des départements design, leur innovation, leur don à enchanter le monde. Et voilà, je voudrais que l'architecture aussi puisse le faire le plus possible. Je vous remercie vraiment de tout cœur, le comité et la société d'encouragement. Je me sens très, très encouragée à continuer encore plus loin. Merci. Ce que j'aime, moi, dans cette cérémonie des Montgolfiers, c'est qu'on en ressort un peu plus optimiste, parce qu'on a vu l'étincelle dans les yeux, on a parlé de rêve. Et c'est vrai que quand on regarde la télévision et quand on entend parler de Goodyear, je ne citerai pas de nom, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, tout à l'heure on parlait d'un proverbe chinois, j'ai essayé de trouver un proverbe indien. Le proverbe indien est le suivant, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc il faut apprendre à écouter la forêt qui pousse, c'est eux la forêt qui pousse, on peut les remercier, mais merci à vous. Voilà.